Georges Goma. Une civilisation brillante à travers une organisation politique remarquable et aussi une vie politique assez élaborée. Georges qui a fait son entrée en studio puis qui est fatigué, il me dit « Oh, la politique! Oh, oui. » Bon, alors, on a tellement parlé. Bon, ben, enfin, on est toujours autour de la politique. C'est jamais très positif pour dire aussi, parler de quelque chose finalement qui est toujours un peu négatif. Alors, on va peut-être se concentrer plus ce matin, question de refaire le plein de beauté, de vie, de soleil. On va se concentrer plus sur l'aspect littérature et l'Afrique, toujours en rapport avec l'Afrique. C'est vrai que on est dans la politique et on commence à avoir un peu marre ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et au Québec aussi. Et au Québec aussi, un peu partout. Mais enfin, et aux États-Unis aussi. Ouais. Hein, j'ai entendu ce qui se passe encore avec les rapports interraciaux, la police et machin. Mais enfin, parlons de littérature. On va s'évader. On va s'évader un peu, mais quoique, comme je l'ai dit, on reste toujours, les enjeux politiques ne sont pas loin. On peut pas vivre dans une société sans avoir un rapport avec l'enjeu politique. C'est pas possible. Quand on vit dans une nation, on est toujours sous la coupe du politique. Mais enfin, alors, on avait prévu les enjeux littéraires de la construction d'espaces démocratiques en Afrique noire. Bien sûr, il y avait, la problématique était bonne, mais on va pas se focaliser là-dessus. Mais dans les chroniques prochaines, on pourra revenir là-dessus. On pouvait même penser comment on repense le lien littérature et politique. Ça, c'est très important. Ouais. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit autour de la politique. En Afrique, notamment, des écrivains qui se sont engagés là-dedans. Beaucoup sont en exil. Ouais. Et ça montre à suffisance que l'Afrique, quelque part, sur le plan de la démocratie, il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'ils dénoncent quand même la malgouvernance. Et quand en Afrique, on dénonce la malgouvernance, on sait à quelle sauce on va être mangé. Alors, ils préfèrent partir à l'extérieur. On pouvait aussi réfléchir un peu sur la relation littérature et savoir. Eh ben, les savoirs, bien sûr. Le développement est basé sur le savoir. Ouais. Que sait-on? Comment utiliser le savoir pour progresser? Et l'université existe parce que, écoute, là, on découvre des choses à l'université. Et on découvre des choses à l'université pour faire avancer, n'est-ce pas, nos sociétés différentes. Et on pouvait aussi s'interroger sur les usages conjoints des termes littérature, démocratie et Afrique, toujours là, autour de la même problématique. Ouais. Une façon de dire encore que, cette pauvre Afrique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et les littéraires aussi, ne sont pas, ils vont de main forte, et c'est pour essayer de faire une radioscopie globale de l'Afrique et voir un peu comment est-ce que cette Afrique peut maintenant se développer comme les autres. Parce que l'Afrique aujourd'hui est toujours perçue comme, en fait, le dernier continent qui refuse le développement, qui veut pas avancer, alors qu'il a tout ce qu'il faut pour se développer. Comme tu disais tout à l'heure, cette pauvre Afrique de façon un peu ironique, parce qu'on pense toujours cette pauvre Afrique. Oui, c'est un pauvre. Alors, une pauvre Afrique qui est très riche, et pourtant. Alors, parlons un peu revenons sur ce grand prix littéraire d'Afrique noire. C'est très intéressant d'essayer de voir un peu comment ça s'est mis en place. Parce que si aujourd'hui on parle de la littérature africaine en tant que telle, il y a eu quand même une genèse à cette littérature africaine. Aujourd'hui, on voit de grands auteurs africains et qui sont sur les grandes places de la littérature mondiale. Il faut le dire parce qu'en Afrique, quand même, il y a la littérature francophone, il y a la littérature lusophone et il y a la littérature anglophone. Vous voyez, tous ces espaces-là ont une littérature qui assure sa présence, n'est-ce pas, sur le marché du livre, sur la place. D'ailleurs, je fais une parenthèse, Georges, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est au Salon du Livre à l'honneur. Évidemment, ça c'est plus la littérature francophone, on le comprendra avec la Côte d'Ivoire, mais qui est à l'honneur au Salon du Livre là, à partir d'aujourd'hui. Mais c'est génial. C'est génial parce que 1926, c'est l'année de la naissance de ce Grand Prix déjà. Ouais. Ce Grand Prix littéraire d'Afrique noire est né en 1926 et ça s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait le Prix des colonies. Ça s'appelait les Prix des colonies. Parce que la question qui est là, c'est tout simplement que ces Français qui allaient en Afrique à la découverte des colonies, qui écrivaient aussi. Ils écrivaient ce qu'ils voyaient dans la bonne littérature. Mais il y avait des conservatismes. Il y avait des orthodoxies autour de cette littérature parisienne, hexagonale,
qui était essentiel, évidemment. Et ce qui était en dehors de ça, évidemment, était perçu un peu d'une sorte de discrimination de ces auteurs qui étaient pourtant prolifiques à l'époque. Hein, et on leur accorde un petit crédit sur les études ethnographiques, c'est l'ethnographie, étudier un peu les peuplades lointains, et aussi, il y avait aussi les voyageurs, parmi ceux qui sont dans la colonie installés, et les voyageurs, les touristes qui venaient en Afrique et qui repartaient, n'est-ce pas, dans l'Hexagone, et puis qui écrivaient des choses qu'ils avaient vues en Afrique. Alors, ceux qui étaient sur place en Afrique ont eu cette idée-là, se sont fait importants et utiles en disant que, écoutez, nous vivons sur place. Nous avons l'expérience des colonies. Mais nous pouvons être utiles à la France aussi pour bien rendre un peu l'Afrique, cette Afrique parfois ambiguë, mais cette Afrique formidable aussi. Hein? Donc, ils ont posé ce problème-là. Et puis enfin, ce prix-là a été finalement créé. Et il soutenait évidemment que les écrivains coloniaux pouvaient apporter, comme je l'ai dit, un éclairage pertinent sur l'Afrique grâce à leur expérience de terrain. Bon, c'était déjà un bon début. Là. On était dans le prix des colonies, voilà. mais c'était déjà une pierre d'installer. Absolument. Maintenant, le Grand Prix est créé en 1960. Et 1960, ça représente beaucoup pour l'Afrique. C'est la période de la décolonisation. La décolonisation, les pays africains commencent à accéder à la souveraineté nationale. Et donc, à ce moment-là, le prix des colonies devient caduc. Il n'y a plus d'intérêt à un prix des colonies, puisqu'il n'y a plus des colonies. Les indépendants sonnent le glas de la colonie. Appelons-le le Grand Prix. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Et puis là, je vais marquer une petite parenthèse, puisque j'arrive, tu me parles de la Côte d'Ivoire, qui est à l'honneur à Québec, au Salon de la littérature. Eh ben, le premier prix, le premier lauréat de 1960. Eh ben, c'est pas en 1960, mais en 1961. C'est un auteur ivoirien et connu de tous les Africains qui sont allés à l'école, évidemment, parce que c'était des classiques qu'il fallait nécessairement lire. Eh ben, c'est Akeloba. Akeloba avec son roman autobiographique, Kokumbo, l'enfant noir. S'il y a des Africains qui nous écoutent, ils doivent être en train de se rappeler des choses de ma génération, bien sûr. Voilà. Kokumbo, l'enfant noir, qui est évidemment le premier roman à être récompensé par le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Et c'est un roman extraordinaire. Il est autobiographique. Voilà, Akeloba, qui est Kokumbo. Et qui était connu, là, peut-être ma culture me manque ici, mais qui était connu à l'intérieur de l'Afrique. Mais est-ce qu'il a rayonné en France, à l'extérieur? Il était déjà, bon, quand le roman est d'abord autobiographique, donc il essaie de retracer sa vie. Il arrive en France à 19 ans. Et quand il arrive en France à 19 ans, il découvre quand même la France si fascinante, mais qui découvre un peu la vie de l'immigré, des immigrés en France. Vous voyez? Ouais. Il va travailler dans des exploitations agricoles, il est commis de bureau à Paris, il fait des cours par correspondance, il arrive à obtenir son baccalauréat, et puis pour aller aux études supérieures, il n'a pas d'argent pour financer les études supérieures. Vous voyez? Mais il se frotte quand même à cette vie parisienne, française, où il rencontre les Africains qui sont là aussi dans la même condition et ça le déchante, ça le désenchante. Oui, et ce qu'il raconte, j'imagine, c'est le quotidien de beaucoup d'immigrants qui sont partis vivre en France. Ils sont partis vivre en France ou ailleurs. Et puis il revient donc, mais il n'est pas parti en France après 1960. Donc vous comprenez, il est allé en France pendant la période coloniale, bien évidemment. Puisque quand il revient en Côte d'Ivoire, c'est en 1959 qu'il écrit le Kokumbo, l'étudiant noir, pour retracer un peu sa vie, n'est-ce pas, en France, qui évidemment, qui est, comme tu viens de le dire, reflète un peu la vie de presque tous les immigrants qui arrivent dans un milieu
milieu tout à fait, il faut s'intégrer, il y a le mal du pays, il y a le climat, il y a toutes ces choses-là qui font finalement quelque chose d'assez substantiel, parce que la vie est faite autour un peu de toutes ces difficultés-là. Et donc voilà, ce livre est écrit en 1959 et puis récompensé par le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Et là après, c'était le début si on veut, et après on a récompensé comme ça quoi, de façon annuelle. De façon annuelle. Oui, puisque tu me parles de ça rapidement. Alors rapidement, les premières récompenses et les dernières récompenses. Vous voyez, de ce Grand Prix. Alors donc à Kéloba déjà. En 1962, il y a un auteur connu sénégalais qui s'appelle Cheikh Hamidou Kane. Cheikh Hamidou Kane, qui écrit encore un roman classique en Afrique qui s'appelle L'aventure ambiguë. Voilà, l'aventure ambiguë. Ensuite, en 1963, il y a Jean Ikele Matiba, pour son roman C'est Afrique, C'est Afrique, là, Conte et savane. Non, cette Afrique-là plutôt. Cette Afrique-là, c'est tout simplement cette Afrique-là. Le Conte et savane, c'est autre chose. C'est 1964 avec Birago Diop. Birago Diop aussi est connu, un auteur très très connu en Afrique, qui est un Sénégalais aussi, qui écrit Conte et savane. Et en 65, il y a Bernard Dadier. Voilà encore Bernard Dadier, qui est encore la Côte d'Ivoire. Alors on alterne là, si je comprends bien, là, si je fais le suivi, Côte d'Ivoire, Sénégal, Côte d'Ivoire. Voilà, beaucoup plus l'Afrique de l'Ouest à cette époque-là, ce qui était vraiment très à l'honneur dans l'écriture, la littérature récompensée en tant que telle. Et c'est bien vrai. Et puis bon, on va voir un peu les tout derniers là. En 2008, il y a Jean Divassa Nyama qui est du Gabon. Déjà, voilà, 2008 là, qui écrit Vocation et dignité. Alors en 2009, il y a Koli Jean Bofan, qui est de la RDC, qui est la République démocratique du Congo, proche de chez moi, en face de chez moi, au Congo-Brazzaville. Voisin. Et ben voilà, son livre, c'est Mathématiques congolaises. Ça, c'est génial, ça. On aimerait bien voir mathématiques congolaises. Mais on est dans le roman. On est dans le roman, de toutes les façons. On n'est pas dans le calcul, en tout cas. Alors, il y a 2010, c'est Gabriel Okonji, qui est du Congo-Brazzaville, on a récompensé l'ensemble de son œuvre. En 1911, il y a Léonora Miano, qui est du Cameroun. Alors, elle écrit Blues pour l'Afrique et ses âmes chagrines. Bon, là, si je comprends bien aussi, est-ce que c'était la première femme? C'est une femme ici, là. Est-ce que c'était la première? C'est pas, certainement pas la rue. Non. Avec on n'a pas, voilà. Là, on a pris les extrêmes, tout simplement. Il y en a eu pas mal. Et le tout dernier, qui était très en 2012, c'est Venance Conan de la Côte d'Ivoire encore. Voilà, de la Côte d'Ivoire encore, qui a fait une sorte d'hommage à un ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Edem Kojo, qui a été aussi opposant au régime. Donc, Edem Kojo, un homme, un destin. Voilà à peu près, prenons bout à bout un peu les grandes récompenses qu'il y a eu par rapport à notre Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Outre ce Grand Prix-là, on peut supposer qu'à travers tout ça, il y a eu des littératures émergentes, de nombreux auteurs aussi, qui font leur petit bonhomme de chemin, sans être nécessairement récompensés, qui sont le reflet de la société africaine. Qui sont le reflet de la société africaine, mais d'une manière générale, quand on voit un peu l'historique de ces récompenses-là, presque tous les auteurs qui ont fait quelque chose ont été récompensés. Ils ont quand même été récompensés parce que de 1960 à maintenant, il y a quand même pas mal d'années. Pas mal. Et c'est chaque année, évidemment. Et il faut dire aussi que ce prix aussi, c'est un prix qui est devenu très prestigieux. C'est un prix qui est devenu très prestigieux, qui est à peu près à l'image, certains le disent, la littérature française, les grands français le disent, que c'est un peu à l'image du Goncourt. Vous voyez, hein? C'est une sorte de Goncourt africain. Voilà. Donc, voilà. Et des auteurs, Georges, je sais pas si tu peux me répondre, peut-être, mais parce que j'ai pas lu, c'est vrai que c'est pas une littérature à laquelle je me suis attardée. J'ai un petit peu de rattrapage à faire, là, mais qui aborde quoi? Toutes sortes de sujets, parce qu'on parlait de politique, mais on peut aller dans la fiction, on peut aller dans toutes sortes de choses, d'après les titres que tu évoquais tout à l'heure. Oui, qui aborde, quand on voit un peu l'architecture de cette littérature-là, bon, on aborde les questions politiques, de toutes les façons.
façon, c'est inévitable. On aborde la vie quotidienne africaine. Voilà, cette vie quotidienne africaine dans les villages et tout cela aussi, c'est un aspect très, très, très esthétique de l'Afrique qui est aussi beaucoup compté en Afrique. Ouais. On aborde tous les sujets de toutes les façons qui font, n'est-ce pas, le quotidien d'Afrique en tant que tel. Oui. Ouais. Donc, intéressant. En tout cas, oui, mais peut-être on va terminer en disant que, écoutez, les membres du jury de ce prix-là, qui sont les membres du jury pour attribuer les prix, avant, en fait, il y a déjà, j'avais parlé du professeur Jacques Chevrier, qui est un professeur émérite à la Sorbonne. C'est lui qui est le président de ce jury-là. Mais avant, il mentionne que il y avait le Quai d'Orsay, les membres du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est les affaires étrangères, voyez, les services des affaires francophones et des personnes faisant partie de l'ancienne revue Librairie de l'époque qui est devenue Culture Sud aujourd'hui, qui faisait partie de ce jury. Mais aujourd'hui, c'est plus ou moins des professionnels et autres personnalités compétentes là, dans le domaine de la littérature africaine qui sont membres de ce jury-là pour attribuer, n'est-ce pas, les prix. Bon, moi, je trouve que c'est une belle proposition. On se plonge dans la littérature africaine, que ce soit les grands classiques africains ou les voilà, nouveautés. Tout à fait. Et puis, on va faire un tour au Salon du Livre aussi, parce que la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur, absolument. Hein. Donc, on va faire un tour au Salon du Livre, évidemment, pour voir cela. Et pour en fait, la prochaine fois, comme je l'avais annoncé, on va parler de la négritude, quand même. Hein. Un aspect très important de cette littérature qui est un aspect fondateur, qui est les classiques, les trois chantres de la négritude qui ont créé ce concept-là et qui est un peu mis à mal aujourd'hui parce que la perspective de la négritude de l'époque n'est peut-être plus la perspective de la négritude aujourd'hui. Ça a peut-être changé parce que les critiques disent que oui, mais Aimé Césaire, Senghor et Damas Gautron, là, dont on a parlé, le Guyanais, ils sont restés un peu dans cette littérature feutrée, là, des grands salons, puisque aussi ils ont occupé des postes politiques aussi, donc se sont frontés à la politique. Ouais, c'était une autre époque. Voilà. Hein. Et aujourd'hui, on parle plutôt d'une négritude un peu des jeunes de quartier qui sont laissés pour compte, à qui on ne donne pas un espace d'expression, qui prennent cet espace d'expression par eux-mêmes, par la chanson par exemple. Vous voyez, les Awadi, qui est bien connus ici là, font partie de cette négritude qui veulent dire que non, peut-être on n'est pas des intellectuels, mais nous voyons l'Afrique vivre et nous voulons rendre la connaissance que nous avons construite autour de l'Afrique et peut-être proposer nos solutions parce que nos dévanciers ne n'ont pas proposé des bonnes solutions pour l'Afrique puisque après 50 ans d'indépendance, c'est curieux que l'Afrique en soit encore là. D'autres propositions, des propositions plus jeunes. Voilà. Merci beaucoup, Georges. On se retrouve la semaine prochaine. Pose-toi bien, profite du beau soleil pour refaire le plein d'énergie. Qui est mort il y a 1 minute dans le Congo. Il y a trop de sang qui coule ici depuis trop de temps. Trop de morts ont suivi le Mumba depuis trop longtemps. Trop de frères qui tombent, trop de tombes. Je parle une hécatombe. Trop de tonnes de bombes sur la gueule, le Congolais succombe. 8 millions de morts, voilà pourquoi je crie au génocide. Fratricide, nos femmes qu'on viole violemment. Fémicide, j'ai vu des gosses en armes dans la guerre qu'on force au parricide, pas lucide. Leur avenir était dans le bain d'acide. Pour le coltan, pour le diamant, tout le monde va envahir les visées chez les voisins qui divisent. Et pour y parvenir, on vole, on viole, on vandalise, animalise, généralise. On subtilise, par le crise, on tribalise. Encore un Congolais qui meurt et disent que c'est un fait divers. 8 millions de morts, mais dans le nord, ça reste un fait divers. Le sujet qu'on nous sort, qu'on nous sert, c'est les sols d'hiver. Le sang de noir, même si les rouges, ça fait des pires.